là-bas dans le rôle que t'as grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La 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 est vraiment trop kinda. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La 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 est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dada. Mettre à nul le népotisme, dénoncer les actes autocratiques. Bonjour. Voir la démocratie sont des dada. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Demain quand cela se fera, quand Billy pilotera le pays, mettre le cap en main en première ligne, on sera la première des priorités. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La 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 est vraiment trop kinda. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La 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 est vraiment trop kinda. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La 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 est vraiment trop kinda. Et le petit Koulénia. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Et le bonjour tout le monde, bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Ici, Maître Marlène Fabienne et Sola et Fontaine. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, particulièrement aujourd'hui. Vous le savez déjà, il y a une actualité débordante. Je me refusais naturellement d'intervenir en conscience de ce que je devais me permettre. D'abord, mon adresse républicaine à l'endroit du président depuis sa prestation de serment de 3 mai 2025. L'ayant fait hier, je peux donc revenir un peu dans cet élan, ce sursaut, cette activité, je dirais même républicaine, d'information, de formation, mais surtout d'instruction. D'instruction sur ce qui fonde l'état de droit, d'instruction sur ce qui fait l'état de droit. Et on va donc cumuler un peu de droit, beaucoup de droit, un peu de politique, bien évidemment, dans notre expression de ce jour. Chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon où vous vous retrouvez aujourd'hui, parce que bien évidemment, on ne va pas oublier que nous avons nos compatriotes de la diaspora qui peuvent naturellement être connectés à cette heure, sans forcément que nous soyons en partage d'un même fuseau horaire. Donc, chers compatriotes, on parle de l'actualité. C'est quoi l'actualité du pays ces derniers jours? J'ai essayé de regarder ici et là, j'ai essayé d'être sur TikTok, j'ai essayé d'être sur Facebook et je me suis rendu compte, bien évidemment, du dénialisme que je dénonçais déjà il y a quelques années, du dénialisme que j'ai même écrit dans mon ouvrage « La République, c'est moi »,
Un dénialisme, bien évidemment, qui est, j'ai envie de dire, un véritable obstacle à la vérité républicaine, à l'état de droit. Notre pays n'a pas la culture de la vérité. Notre pays a peur de la vérité. Notre pays a toujours combattu la vérité. Et c'est pour cela que toutes les fois qu'une expression se permet de fermeté, de rigueur, dans ce que devrait être la vérité, eh bien, on l'obstrue, eh bien, on la tait, eh bien, on la nie, eh bien, on l'édulcore, eh bien, on semble façonner un discours qui traduit d'une réalité absolument parallèle de la véritable et qui, au final, n'est que la résultante d'une véritable construction d'un esprit absolument dénialiste qui donc, que ce soit par peur, par crainte ou bien évidemment par cupidité, par égoïsme, finit par obstruer la vérité, nier et parfois férocement la vérité. Chers compatriotes, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez déjà que je suis absolument, bien évidemment, défendresse de la République, défendresse de l'ordre public, défendresse de l'état de droit. Quand je vous parle de la République, quand je défends la République, beaucoup ne comprennent pas. Quand je défends la République, c'est d'abord avant tout défendre notre citoyenneté. Et quand on défend sa citoyenneté, on défend avant tout, chers compatriotes, eh bien, les principes de la République. On défend les valeurs de la République. Pourquoi? Parce que quand on parle d'état de droit, dans le contexte qu'est le nôtre, le contexte gabonais, on parle de quoi, chers compatriotes? Quand on parle d'état de droit, on parle de l'un des principaux principes eh bien, de la République. Notre République a pour principe fondateur, principal, eh bien, le principe de l'état de droit. C'est quoi l'état de droit? L'état de droit, bien évidemment, c'est une construction selon laquelle, dans une société organisée, eh bien, il y a édicté des lois. Il y a édicté un ordre public, lequel ordre public permet aux individus vivant dans cette société, aux citoyens, d'être soumis, bien évidemment, à la même règle de droit, aux mêmes droits, aux mêmes lois et de la même manière. Et que les quelques exceptions qui existent du point de vue de l'ordre public établi, eh bien, ne concernent que eh bien, les domaines propres tels que celui, j'ai envie de dire, où l'on reconnaîtrait, dans lequel on reconnaîtrait des personnalisations, c'est-à-dire la matière pénale. Parce que dans la procédure pénale, au-delà du respect de l'ordre public qui vient, bien évidemment, dans une sorte d'égalité dans l'acception, dans la considération, en ce que, naturellement, on ne va pas définir les infractions pour un citoyen ou une catégorie de citoyens et les excuser pour d'autres catégories de citoyens. La catégorisation de l'infraction va normalement être un élément généralisant. Et cette généralisation va admettre eh bien, quelques spécificités, quelques exceptions qu'au moment où il va falloir naturellement considérer l'individu dans son rapport, dans son passage à l'acte et dans la considération de ce passage à l'acte, dans la considération bien évidemment de la peine encourue, de la peine retenue, de la peine prononcée, de la peine appliquée. Et ce n'est que là qu'on va admettre quelques individualités qui pourront être soit de nature selon le profil de la personne, selon ce que l'on appelle en droit la personnalité, bien évidemment, du mis en cause, du prévenu, de l'accusé, et bien trouver comment faire en sorte que ce dernier, naturellement, se retrouve à avoir sa peine amoindrie, sa peine inconsidérée ou encore alourdie. Et tout cela est lié à la personnalité de l'individu. Donc, l'état de droit permet que tous les citoyens soient d'abord considérés de la même manière. L'état de droit voudrait que tous les citoyens soient mis, bien évidemment, au même niveau dans l'appréciation de l'ordre public qui a été violé. Et l'état de droit voudrait que ces individus se retrouvent en situation de répondre de leurs actes de la même manière, sans pour autant qu'il y ait abus ou traitement arbitraire ou détention arbitraire, sans pour autant qu'il y ait excuse,
favoritisme, donc naturellement ce qui aurait donné lieu eh bien, à des rétentions ou des détentions, je voudrais dire, bien évidemment se retrouver à l'absolue liberté. C'est pour cela que, chers compatriotes, quand on parle de l'état de droit, quand on en fait la promotion, quand on vous interpelle sur la nécessité de cet état de droit, ce n'est pas parce que nous avons envie de vous emmerder. Ce n'est pas non plus parce que, bien évidemment, on a envie de montrer que nous connaissons plus que vous. C'est parce que c'est un gage de la régularité du fonctionnement de nos institutions. C'est l'un des principes sur lesquels la République ne peut fonctionner naturellement si l'on décidait d'être dans une conception effective de cette République au travers de l'observation de ce qu'on appelle eh bien, les principes de la République, les valeurs de la République. La liberté, l'égalité sont là deux principales valeurs de la République qui vont m'intéresser naturellement dans le cadre de cette intervention. Chers compatriotes, c'est pour cela aussi que je voudrais vous rappeler que lorsque nous étions en période de transition, je n'ai de cesse alerté sur l'impérieuse nécessité pour nous eh bien, de ne plus nous fondre dans des comportements qui hier ont encouragé eh bien, un système d'absolu non-droit et qui en sont bien évidemment sont constitués des avocats, des conseils juridiques, des défenseurs absolus au mépris de leur République, au mépris de la régularité des choses. Chers compatriotes, aujourd'hui, ce même état de droit, quand on le dénonce, bien évidemment dans le désintérêt de ce que voudrait la mémoire collective, l'opinion généralisée, eh bien, on est jeté en pâture, on est traité de tous les noms, on nous attribue toutes les alliances possibles, des plus malsaines aux plus exécrables. Alors que nous ne sommes que dans un souci de sécurité juridique, un souci de respect des règles, un souci de faire voir prospérer l'état de droit. Chers compatriotes, je me souviens il y a peu, quand je vous parlais de cet état de droit, notamment sur la situation de Mme Sylvia Bongo, de M. Noureddine Bongo, lors de leurs différentes arrestations, j'avais dénoncé avec fermeté, bien évidemment, le caractère absolument arbitraire dans le traitement de l'information de certains actes de procédure, ou du moins le caractère vicié, pour être beaucoup plus exact, de certains actes ou dans certains actes de procédure judiciaire, de procédure pénale. Vous savez, la procédure pénale, elle est encadrée. Dans notre pays, le Gabon, bien que petit, c'est cela le code de procédure pénale gabonais. Bon, celui auquel je suis davantage ou d'autant plus familier, c'est plutôt, eh bien, celui français qui va avoir un peu, on va le dire, ce contenu-là. Voyez-vous? Quand vous le voyez, ça c'est le code français. Il continue de nous servir et on s'en sert au Gabon, bien évidemment, au travers de toutes les productions qui sont faites, toutes les jurisprudences, tous les développements et les déploiements. Et quand on le combine à celui-là, bien évidemment, qu'on arrive à trouver un satisfecit dans le sens des valeurs que nous défendons, dans le sens de la protection eh bien, des droits de la défense, pour assurer à nos compatriotes une défense absolument équitable, une défense respectueuse de l'état de droit, une défense respectueuse des principes fondateurs de la procédure pénale. Oui, il n'y a pas de loi sans droit, parce que c'est le droit qui fait la loi, c'est le droit qui applique la loi, c'est le droit qui interprète la loi. Si on ne connaît pas le droit, il est véritablement difficile d'aspirer à un état de droit. Il est véritablement difficile de se dire être dans un état de droit, et nous faisons chaque jour face, bien évidemment, à parfois cette incompétence, à ce déni du droit, cette dénégation, je veux dire, du droit, et les gens prennent les articles de loi pour s'en prévaloir sans aucune possibilité d'une sérieuse interprétation juridique. Et quand on ose le faire, et que tous les principes fondamentaux, bien évidemment, de la procédure pénale, relatifs justement aux droits de la défense, ont déjà été violés, on se constitue, on devient bien évidemment la personne à abattre dans la société.
on devient la personne qui ne devrait pas s'exprimer, qui ne devrait pas parler. La présomption d'innocence, c'est un principe. C'est un principe constitutionnel. La présomption d'innocence est donc protégée par le Code de procédure pénale. Et le caractère vicié, bien évidemment, d'une procédure pénale est d'abord là pour valeur protéger justement la présomption d'innocence. Tout prévenu, tout être, tout citoyen, toute personne appelée en justice, toute personne convoquée en justice, toute personne dans une procédure judiciaire avant jugement est présumée innocente, même après jugement. C'est pour cela que l'on précise jusqu'à ce que sa culpabilité, son imputabilité soit bien évidemment établie et après avoir épuisé les voies de recours prévues. Donc, toute personne est présumée innocente jusqu'à la fin, les fins de la procédure, jusqu'à ce que, on appelle nous les juristes pénalistes, la décision soit devenue définitive. Et la décision devient définitive quand on a épuisé toutes les voies de recours. La décision devient définitive dès lors que toutes les procédures, tous les mécanismes de la procédure, toutes les étapes sont finies et que la personne a été définitivement condamnée et que l'affaire a obtenu l'autorité de la chose jugée. C'est là où on se considère ne plus être sous la protection de la présomption d'innocence. Aujourd'hui, dans notre pays, parler du droit pour sauver celui que l'on a condamné dans l'opinion est bien évidemment un suicide. Parler du droit ou de l'état de droit, pendant qu'on a désigné que Marlène est la personne à abattre, toute personne qui viendrait parler de Marlène dans le sens de la protection de ses droits et du respect de la procédure, qui n'est pas, bien évidemment, une action, une activité qui ne protège que Marlène, que l'on a désignée comme celle ou cette personne à abattre, mais qui est surtout, bien évidemment, une revendication, une volonté de voir la justice se dire dans notre pays, au nom du peuple gabonais, de manière libre, de manière impartiale, de manière indépendante. Qui sont là les caractéristiques même de la justice. Une justice qui n'est pas libre, une justice qui n'est pas indépendante, une justice qui n'est pas impartiale ne peut pas s'appeler justice. Parce que là, elle violerait les règles fondamentales qui lui donnent, bien évidemment, toute la force dont elle doit jouir pour son effectivité et pour que naturellement, elle suscite de la part des justiciables que nous sommes tous, eh bien, une certaine crainte, un certain respect, mais surtout une confiance. C'est cela l'état de droit. Donc, quand on essaye de vous amener sur ce chemin, de comprendre ce qu'est l'état de droit, de respect de ce qu'est l'état de droit, de conscience de comment ça fonctionne, et que l'on s'appuie sur un fait d'actualité qui nous permet déjà naturellement de voir l'application, l'effectivité, l'applicabilité, eh bien, on nous prend, on nous jette en pâture et on n'écoute pas ce que l'on dit. On n'écoute pas ce que l'on enseigne. On n'écoute pas ce sur quoi on instruit. On regarde, c'est l'individu Marlène Fabienne qui parle. Et cela ne m'intéresse pas trop, bien évidemment, d'écouter ce que veut dire Marlène Fabienne. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'on a décidé que Sylvia Bongo doit aller en prison, elle doit aller en prison, point barre. Toutes les étapes qui conduiront inéluctablement Sylvia Bongo à cette prison, on s'en fiche, bien évidemment, qu'elle soit respectueuse de l'ordre public, du droit et de tous les principes qui encadrent la procédure pénale. Voilà le mal du Gabon, au-delà du dénialisme. Et ce mal-là, j'ai voulu nous l'éviter aujourd'hui. J'ai voulu nous l'éviter. Là, je reste d'abord vraiment sur du droit. Dès lors que Sylvia Bongo a été interpellée, automatiquement, nous avons tous assisté eh bien, à l'instruction, bien évidemment, à laquelle a participé Sylvia Bongo.
Nous avons tous assisté à cette confrontation entre Sylvia Bongo et Brice Lacruche Alianga. Et nous avons entendu l'avocat de Brice Lacruche Alianga faire des commentaires qui relevaient, bien évidemment, d'un discours protégé par le secret de l'instruction. L'avocat de Brice Lacruche Alianga, maître Ange Kevin Zigou, disait à ce moment, bien évidemment, le contenu d'une instruction, ce qui est une violation professionnelle, ce qui est une violation du secret de l'enquête, ce qui est une violation du secret de l'instruction. Il n'était pas seul, il était avec ses confrères. Et quand je l'ai dénoncé, je me souviens, j'ai fait l'objet encore d'un lynchage sur les réseaux sociaux. Parce qu'à ce moment, le peuple avait décidé que Sylvia devait aller en prison. Point. Elle a volé, elle a détourné, elle nous a fait tant de mal. Il était donc venu le moment pour elle de payer. Alors qu'elle participait à cette confrontation, juste peut-être pour être entendue, nous nous souvenons du contenu. Le contenu était le fait pour M. Brice Alianga, Lacruche, de dénoncer, de dire qu'il a détourné l'argent pour le compte de Mme Sylvia. Et que tout l'argent qui lui était reproché d'avoir pris, dont on lui reprochait le détournement, était un argent qu'il prenait pour le compte de Mme Sylvia, ou sous les ordres de Mme Sylvia. Rappelons, chers compatriotes, que Mme Sylvia Bongo était première dame du Gabon. Il n'y avait donc aucun lien hiérarchique entre Mme Sylvia Bongo et M. Brice Lacruche Alianga en tant que, eh bien, directeur de cabinet. Et si l'on va regarder même le fonctionnement normal de nos institutions, il n'est pas dévolu à un directeur de cabinet de gérer la trésorerie d'État au point d'être l'ordonnateur et celui-là même, bien évidemment, qui met à disposition les fonds d'État, les fonds de la République, bien évidemment, pour les demandes d'une première dame. Et les milliards et les milliards qui ont été détournés, supposément, par Mme Sylvia Bongo, avaient été faits, bien évidemment, avaient été détournés par M. Lacruche Alianga, qui donc, pour être libéré, devait tout simplement indexer, accuser, eh bien, Mme Sylvia Bongo. Et c'est d'ailleurs pour cela, à la suite de ces déclarations, que l'on a libéré M. Lacruche Alianga. J'ai eu à dénoncer ce fait en disant que c'est une aberration juridique. Il n'y a qu'au Gabon où l'on voit que l'on libère, eh bien, un prévenu parce que, ou un mis en cause parce que il aurait dénoncé un co-auteur ou un complice. Il aurait dénoncé quelqu'un d'autre. Sachant que le fait pour un prévenu, un mis en cause ou un mis en examen, ce qui est beaucoup plus le cas, de dénoncer une autre personne n'éteint pas la procédure engagée contre ce mis en cause. Et ne fait pas de ce mis en cause quelqu'un qui est devenu, j'ai envie de dire, libre. Libre de tout soupçon, libre de toute procédure. Et donc, on fait un simple jeu de chaises. On remplace Mme Sylvia pour M. Brice Lacruche Alianga. J'ai dénoncé ce fait. Que ce simple fait, quand c'était argumenté par les médias à l'époque, ne pouvait pas justifier de la libération de M. Lacruche Alianga. Le faire à ce moment, quand le peuple ne veut pas entendre raison, quand le peuple est dans son dénialisme, bien évidemment, était suicidaire. Et j'en ai essuyé des verbes et des pas mûrs du point de vue de cette opinion qui voulait absolument toute expression gabonaise d'absolue condamnation de Mme Sylvia Bongo. Même dans des faits juridiques qui intéressent bien évidemment la cause et qui doivent amener au respect de notre pays au travers de cette justice qui peut se montrer juste, libre, impartiale, indépendante. Chers compatriotes, à côté de cela, le tribunal de l'opinion publique s'est activé à renier le principe de présomption d'innocence qui est essentiel dans un état de droit, s'est activé naturellement
avec des commentaires des avocats de M. Brice Clotaire de M. Brice Lacruche Alianga, que naturellement, eh bien, Mme Sylvia avait dit qu'elle ne s'appelait pas Bongo, qu'elle n'avait jamais été mariée à son mari, qu'elle ne connaissait aucun Gabonais, tous des propos qui, selon les avocats, encore une fois, eh bien, de M. Alianga, étaient des propos tenus pendant cette instruction et qui donc ont été rendus publics dans une confusion totale de l'enjeu politique avec le juridique. J'ai dénoncé ce fait que l'instruction doit être absolument protégée et le contenu de l'instruction, les propos tenus au cours d'une confrontation d'instruction, aussi minables, aussi graves ou aussi minimisants que sont ces propos, ne peuvent pas être rendus publics. Mais l'excitation de l'engagement politique, l'excitation des confusions politiques, l'excitation de la volonté de règlement de compte a conduit bien évidemment à ce discours qu'on a pu mettre en confrontation avec ce qui aurait été véritablement dit par la personne mise en cause. Et à la suite de cela, automatiquement, nous avons assisté à l'arrestation très médiatisée, bien évidemment, de Mme Sylvia Bongo. Sans commenter la procédure, c'est pour cela d'ailleurs que je ne vais pas revenir sur des faits spécifiques, mais je pense d'un regard extérieur qu'il y a beaucoup d'éléments qui auraient pu donner lieu à la constatation d'une procédure viciée, et laquelle procédure viciée pouvait conduire à l'annulation de la procédure pure et simple, et laquelle annulation de la procédure, si l'on est dans un état de droit, pouvait conduire à une relaxe, même si les faits qui étaient reprochés à Mme Sylvia Bongo et à son fils étaient véritablement constitués. Voilà comment, parce que, comme on le dit trivialement, nous mettons les organes, on arrive à laisser s'échapper un présumé innocent, certes, mais dans le faisceau d'indices, bien évidemment, des éléments de constitution de l'infraction, eh bien, avait de quoi conduire à une véritable condamnation, à des peines, bien évidemment, à la suite de cette condamnation, à potentiellement une exécution de ces peines-là, qui serait la véritable réparation de la société, ainsi affectée par la commission de ces infractions. Dans un état de droit, on ne prend pas une affaire judiciaire, on l'expose dans l'opinion publique pour attirer de l'opinion publique eh bien, une haine maximale afin pour un pouvoir autoritaire de jouir de sa pleine puissance pour condamner arbitrairement à la privation de liberté eh bien, des individus à l'encontre desquels parfois il n'existe pas le nécessaire pour constituer ou justifier d'une détention préventive. Quand on prend notre joli petit code de procédure pénale, on va y voir justement les différentes étapes de la procédure pénale au Gabon. On va y voir les différentes, bien évidemment, comment vous dire, les différents délais de cette procédure, les possibilités de rallongement, les possibilités de renouveau, avec des procédures à devoir entamer pour le faire. Et au titre de tout cela, ce qui m'interpelle en tant que citoyenne gabonaise, en tant que défendresse de l'état de droit, en tant que défendresse de la République, c'est l'omniprésence du politique, du président dans la procédure pénale. Pendant la période de campagne, j'avais déjà eu à dénoncer, bien évidemment, l'immixtion du président de la transition, devenu président de la République aujourd'hui, et bien dans cette procédure pénale. Le président de la transition ne s'était pas gêné à l'occasion, naturellement, d'une interview de nombreux médias internationaux de révéler des éléments de la procédure, des éléments ô combien classés secret procédure, classés secret de l'enquête. Si tant est que ces éléments étaient avérés, ces éléments existaient, le président n'avait pas à les révéler
comme on dit trivialement encore, à Mondovision. Le président ne pouvait pas donner des éléments d'une procédure jusqu'à parler des preuves de cette procédure. Quand on est dans un état de droit, il suffit que l'avocat de la personne, bien évidemment, en cause, fasse une requête auprès de la juridiction compétente, on va dire, du niveau de juridiction compétente. Ça peut être le juge d'instruction, ça peut être la chambre d'accusation, ça peut être la chambre d'instruction, etc., etc., au fin de constater les vices de procédure. Et lesquels vices de procédure, bien évidemment, amènent, dans un état de droit, encore une fois, à l'annulation de la procédure, à la relaxe des prévenus, des mis en cause. Voilà ce qu'est un état de droit. Dans un état de droit, il n'y a pas de principe de présomption de culpabilité. Il y a le principe de présomption d'innocence. Et c'est ce principe de présomption d'innocence qui est la valeur protégée dès lors qu'on parle de vice de procédure. Parce qu'on ne voudrait pas mettre en péril l'innocence d'un individu au titre de ce qu'une procédure qui tend à la manifestation de la vérité ait été engagée contre la personne. Dès lors qu'une procédure pénale est engagée contre nous, il n'est pas dit que de cette procédure pénale, nous concluons, eh bien, il soit conclu à la constatation de la condamnation de la personne. Une procédure pénale peut naturellement être ouverte et se condamner ou se finaliser par une relaxe, par un non-lieu, par un défaut de culpabilité, qui donc donne lieu subséquemment, eh bien, à une relaxe, à un non-lieu. Voyez-vous donc les raisons fondamentales de mon alerte? Quand on vous dit vous ne pouvez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça, ce n'est pas parce que j'ai envie de protéger la personne mise en cause. Ce que je veux protéger essentiellement, la valeur protégée, c'est l'état de droit. Et rien d'autre, l'état de droit. Et quand on protège l'état de droit, on protège tous les Gabonais. Parce qu'il peut arriver que vous, aujourd'hui, vous ne soyez pas la personne mise en cause. Et cela ne vous intéresse donc pas que les procédures soient respectées. Mais demain, le jour où ce sera vous le mis en cause, vous aimeriez à ce moment-là que les procédures soient respectées, que l'état de droit soit et que la République se déploie de toutes ses protections, bien évidemment relatives aux droits de la défense, en commençant par celle absolutiste de la Constitution. Chers compatriotes, si on était dans un état de droit, Sylvia ne serait plus en prison depuis longtemps. Si on était dans un état de droit, Noureddine Bongo ne serait plus en prison depuis longtemps. Il faut le retenir. Parce que dans la procédure les concernant, même en étant très extérieur à cette procédure, même en n'ayant pas les éléments propres au dossier, les vices se sont faits publiquement. Et ces vices pouvaient donner lieu, eh bien, à un non-lieu ou à une relaxe. Ça, c'est la première chose. C'est pour cela que je vous dis, les organes, c'est bien, mais la justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux. Malheureusement, au Gabon, les réseaux sociaux dictent les tribunaux. Et ce n'est pas qu'au Gabon, c'est devenu de plus en plus généralisé aujourd'hui, en France. Alors que le juge doit être dans sa sérénité absolue pour pouvoir rendre au nom du peuple gabonais justice à la société. Parce que quand on rend justice, ce n'est d'abord pas à un individu, c'est à la société gabonaise qui s'est retrouvée affectée de par la violation des règles qui la fondent et qui font son fonctionnement, bien évidemment. Et c'est pour cela qu'il faut absolument que cette justice soit détachée de toute émotion, de toute pression, notamment celle des réseaux sociaux. La nécessité du droit à l'information du peuple dans le cadre de ce genre de situation intéresse, mais elle ne doit pas être de nature à violer l'essence même de ce qui fait l'état de droit. Quand je l'ai dit, je dis encore, juridiquement, qu'est-ce qui se passe? Juridiquement, le président de la République n'a
n'est pas parti au procès, n'a aucune place dans le procès, n'intervient pas dans le procès. Le président de la République. Le président de la République n'a pas le droit de liberté, eh bien, ou de privation de liberté des individus. Le président de la République ne peut pas être celui qui envoie en prison et ne peut pas être hors exécution de la peine celui qui délivre de prison. Donc, chers compatriotes, dès lors qu'on a admis, dans un premier temps, que le président de la République soit celui qui envoie quelqu'un en prison, soit quelqu'un qui maintient quelqu'un en prison, ne vous offusquez pas de ce que ce président, finalement, devienne celui qui libère ou qui envoie. Et c'est dans la Constitution que vous avez voté et que nous avons combattu et que nous allons continuer à combattre. La Constitution du 16 novembre 2024 précise que le président de la République peut décider d'envoyer quelqu'un en prison et d'en délivrer. C'est-à-dire que c'est le président de la République qui a le droit de liberté et de privation de liberté, le président de la République. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable dans un état de droit. Nous vous l'avons dit, c'est pour cela que nous vous avons dit de voter non. Vous êtes allé voter oui, vous n'avez pas lu la Constitution, vous n'avez pas lu les textes et vous êtes les premiers aujourd'hui choqués. Vous êtes les premiers choqués. En réalité, le président de la République ne devrait pas intervenir dans une procédure pénale. Dans le code de procédure pénale, il n'est parti nulle part là-dedans. Le seul moment où le président de la République peut intervenir, c'est après jugement, pendant l'exécution de la peine. C'est-à-dire que vous avez été jugé, vous avez été condamné, et vous êtes en train d'exécuter votre peine en prison. Et ce n'est que là que le président, par le truchement, eh bien d'une grâce, peut décider de votre sort. Soit en réduisant votre peine par une grâce partielle, soit en annulant la totalité de ce qui vous reste d'exécution par une grâce totale. Donc, si l'on parle de la situation de notre pays et la réalité de notre contexte, la seule personne parmi les personnes publiques et qui intéresse la cause nationale et l'opinion nationale aujourd'hui, qui aurait dû être libéré par M. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est Kelly Ondobia. Et ce, par une grâce présidentielle. En attendant que plus tard, il y ait cette fameuse loi d'amnistie, laquelle loi d'amnistie ferait disparaître, eh bien, l'infraction et ferait donc annuler, bien évidemment, l'inscription de cette condamnation dans le casier judiciaire de Kelly Ondobia et de ses frères d'armes ayant été auteurs de la tentative du coup d'État de 2019. Chers compatriotes, donc la situation de Sylvia Bomo, qui est une situation qui ne peut pas intéresser le président, dans laquelle, si l'on est dans un état de droit, encore une fois, le président ne peut pas intervenir, est une situation d'un état autoritaire, est une situation d'un état absolument autoritaire qui décide arbitrairement de maintenir en prison, d'envoyer en prison ces dissidents, de maintenir en prison ces dissidents, de les en sortir au gré de ses intérêts personnels. Si M. Oligui Nguema avait pour intérêt d'arriver à la magistrature suprême, de devenir président de la République du Gabon aujourd'hui, et que dans le déploiement diplomatique qui s'est engagé depuis le coup d'État au Gabon, eh bien, les autres chefs d'État, la communauté internationale, l'Union africaine, ont posé comme contrepartie à leur accompagnement, à leur blanchiment du coup d'État, à leur adoubement de M. Oligui Nguema, eh bien, était de libérer l'épouse
de l'ancien chef de l'État du Gabon, M. Ali Bongo, le fils de l'ancien chef de l'État, M. Ali Bongo, c'est d'abord parce que cette communauté internationale, ces chefs d'État de pays amis, eh bien, étaient conscients de ce que l'arrestation de Sylvia était arbitraire. L'arrestation, eh bien, de Noureddine était arbitraire. Et que les faits leur étant reprochés étaient fallacieux. Et que c'était juste pour M. Brice Clotaire Oligui Nguema une vengeance personnelle à assouvir, mais aussi et surtout, eh bien, un élément de contrainte pour négocier son adoubement, pour négocier son passage en force, pour négocier, eh bien, sa validation. Donc oui, peuple gabonais, excusez-moi, vous n'étiez personne dans l'équation. Vous n'étiez que la coquille qui devait habiller naturellement les arrangements auxquels vous et moi ne participons pas. Les arrangements de minuit, des arrangements des sous-sols de la présidence, des arrangements des bureaux, bien évidemment, sectaires. Et vous, pour donner l'illusion démocratique, pour donner l'illusion, bien évidemment, d'une validation, d'une légitimité, on avait besoin que vous, peuple gabonais, vous jouiez votre rôle pour être ceux-là qui allaient être les instigateurs d'une candidature en organisant, en finançant bien évidemment les leaders ayant conduit à cette manifestation de volonté de voir M. Brice Clotaire Oligui Nguema briguer la présidentielle. En plus de cela, il fallait justement que l'on fasse croire qu'il n'y a pas d'arrangement de derrière la maison entre tous ces leaders internationaux qui siégeaient chez nous, qui séjournaient chez nous, et M. Brice Clotaire Oligui Nguema. De ce point de vue, il a sans doute été intelligent pour satisfaire à ses intérêts personnels. Donc vous, peuple gabonais, vous n'étiez personne dans cette équation. Il faut vous le dire et il faut que vous le reteniez. Sortez du dénialisme. Sortez de vouloir nier les faits et la vérité. Quand je vous vois être de dénégation à la réalité, Sylvia Bongo est sortie de prison depuis mardi passé. Noureddine Bongo, tout aussi, lui est sorti vendredi. Cette vérité est indubitable. Elle est connue de tous. Les médias l'ont affirmé et confirmé. Le mutisme de la présidence de la République sur ce fait qui devrait quand même amener à son expression, puisque cette présidence de la République s'est permise de se prononcer sur ces questions. Le mutisme du gouvernement, bien évidemment, sur ces faits, et la tentative éhontée de constitution, de fake news de cette réalité, bien évidemment de l'Union et de quelques médias nationaux, ne font qu'être de constatation de cet esprit dénialiste dans lequel sombre eh bien, le Gabon et les Gabonais arrivent. Et les médias y jouent le premier rôle. Les premiers à être dans l'absolu dénialisme au Gabon, ce sont les médias. Ce sont les médias qui sont chargés, comme on peut le dire avec un peu d'exagération, d'abrutir le peuple. Quand le peuple veut ouvrir les yeux, de lui détourner son regard des véritables sujets, des véritables enjeux. Et ce peuple-là, il faut le dire aussi, il est lui-même complice de ce traitement qui lui est fait, qui est celui d'une infantilisation. Chers compatriotes, chers peuples gabonais, oui, vous n'étiez pas l'enjeu. Oui, vous n'étiez que le moyen. Oui, vous n'étiez pas la finalité, vous étiez le moyen. Et nous qui nous sommes permis de contradiction, nous vous avons alerté dessus. Vous ne pouvez donc pas dire que vous ne saviez pas. Sauf que vous avez choisi le dénialisme. Vous avez choisi de fuir une réalité qui devait vous paraître insurmontable psychologiquement, moralement, parce que vous étiez dans une conception absolument de constitution, de désignation de coupables du malheur Gabon, en des individus clairement identifiés et nommés. Et le fait pour vous de voir une possible négociation,
Impossible arrangement entre ces individus que l'on vous a vendu être le malheur du Gabon et ceux qui vous ont dit que ces individus-là sont le malheur du Gabon était une vérité, une réalité absolument insupportable pour vous. Et vous avez décidé, bien évidemment, de sombrer dans le dénialisme, de refuser la réalité, d'obstruer la réalité, de mentir, de raconter tout, sauf ce qui vous rapproche de la manifestation de la vérité. Et les yeux grands ouverts, en conscience obstruée de volonté et d'affirmation, vous avez décidé, bien évidemment, de donner un pouvoir absolu à des individus en qui vous aviez peut-être à un moment donné confiance. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Excusez-moi, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Nous vous avons alerté là-dessus. Je ne vous dirai pas, c'est interdit de pleurer. Je ne vous dirai pas non plus que c'est bien fait pour vous. Je ne vous dirai pas non plus, je n'en parle plus, je ne dénonce pas. On n'est pas dans la bouderie quand on décide de faire de la politique. Et quand on est juriste, à multiples spécialités comme moi, dont pénaliste, je suis spécialiste du droit pénal. À ce titre-là, il faut souvent faire confiance à la science. Il faut souvent faire confiance au raisonnement scientifique, pas au raisonnement populiste. Vous dire ce que vous voulez entendre. Vous dire ce que vous voulez savoir. C'est Noureddine le mal du Gabon. C'est Sylvia le mal du Gabon. Vous le dire vous enlève votre capacité de raison, de réflexion, d'admettre un raisonnement, d'admettre la science. Vous choisissez les émotions. Donc, malgré la douleur que cela peut, malheureusement, et là je compatis avec vous, vous procurer, réveillez-vous. Sylvia Bongo est en liberté. Noureddine Bongo est en liberté. Et ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un fake news. Une fake news. Ce n'est pas une fausse information. C'est une réalité. Il est dit qu'elle est en résidence surveillée. Et là encore, j'ai envie de ne pas forcément être de nature à minimiser cet aspect de la chose. Parce que quand on parle de résidence surveillée, en réalité, la résidence surveillée intervient après le jugement. Cela veut dire que ça fait partie des aménagements de la peine. Cela veut dire que la résidence surveillée, c'est-à-dire que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo ont été jugés. Et après Sylvia Bongo, après leur jugement, s'ils ont eu une condamnation à la prison, on peut décider, selon le nombre d'années qu'ils ont eu, selon la personnalité et leur qualité, d'aménager leur peine et de permettre, bien évidemment, une résidence surveillée. C'est vrai que dans d'autres pays, notamment le Canada et pas mal d'autres, la décision, bien évidemment, de mise en liberté provisoire peut intervenir dans une procédure pénale avant jugement. Mais c'est une mise en liberté provisoire qui ne se confond pas avec, eh bien, la résidence surveillée. La mise en libération provisoire, c'est que, oui, nous avons des indices graves et concordants qui attestent, bien évidemment, de votre participation dans les faits qui vous sont reprochés. C'est la première chose. Dans un autre temps, vous donnez les moyens de justification de votre présence en tant que de besoin pendant le temps de la procédure. Et votre situation personnelle le justifie, vous payez une caution, bien évidemment, qui vous permet une représentativité sur un périmètre donné, sur place, pendant la procédure, avant jugement. Mais c'est une libération provisoire qui peut s'aménager, qui n'est pas une résidence surveillée. Pour parler de résidence surveillée,
pour parler de condamnation, bien évidemment, pour parler d'assignation à résidence, il faut parler de condamnation. Il faut parler de peine. Et il faut donc aller chercher dans l'exécution de la peine les moyens de cette exécution. Et notamment, celui dont je vous parle, qui est quoi? Qui est l'aménagement de la peine qui permet justement l'exécution à la maison, l'assignation à résidence. Voilà autant de choses, chers compatriotes, qui sont nécessaires à comprendre et pas l'émotion. Et quand on parle même, si on veut encore être d'interprétation, quand on parle de procédure pénale, il y a des délais. Les Sylvia Bongo ont fait, je crois, plus de 19 mois en prison. Et si ces derniers ont fait plus de 19 mois en prison, cela suppose que naturellement, il y a eu, conformément à l'article 134 du Code de procédure pénale gabonais, eh bien, le passage devant la chambre d'accusation, eh bien, un arrêt de cette chambre d'accusation qui décide irrévocablement de la prolongation de la durée de la détention préventive, et laquelle prolongation ne pouvait excéder 2 ans. Donc ça veut dire qu'on était déjà dans le terme de l'extrême prolongation, de l'ultime prolongation, de la dernière prolongation, qui est de 6 mois. Parce qu'il faut dire la détention préventive au Gabon en matière criminelle, si tant est que c'était des faits de crime qui leur étaient reprochés, ce dont je doute fort. Si c'était des faits délictuels qui leur étaient reprochés, c'est 9 mois. Si ce sont les faits de crime, c'est 1 an. Renouvelable une fois, 6 mois. Et ce renouvellement doit intervenir naturellement, eh bien, devant un certain nombre de juridictions, ou du moins d'étapes de juridiction. Et le deuxième renouvellement, c'est jusqu'à au-delà de 18 mois. C'est la chambre d'accusation qui parle. Étant donné que je suppose que nous n'avons pas la décision, l'arrêt de cette chambre d'accusation, étant donné qu'il est clairement dit dans tous les médias que c'est le président de la République qui a libéré Sylvia Bongo et qui a libéré Noureddine Bongo, on ne peut même pas envisager l'option prolongement de la libération. Et si on devait consentir à un prolongement légal, on ne serait plus dans le terme de ce prolongement, enfin de cette relaxe ou de cette mise, de cette fin de la détention préventive, parce que ce soldant de droit, parce qu'à un certain niveau, 18 mois après, eh bien, les juges de l'instruction se rendent compte que, eh bien, on n'a plus de délai et il n'y a plus de raison de demander une énième qui irait jusqu'à 2 ans de détention. Et pour cela aussi, il y a une décision. Mais ça se fait avant les 18 mois. Et c'est encadré par la loi. Et comme nous avons la preuve qu'ils étaient toujours en prison, on ne peut pas considérer ce fait avant les 18 mois. Je suis en direct, je vais montrer ça. Maintenant. On en fait quoi? C'est qui? Il y a quelqu'un. Ah, ok. Donc, chers compatriotes, voilà comment le dénialisme finit par amener tout un peuple à s'intéresser à une procédure en mettant les organes, en donnant les pouvoirs que n'a pas le président au président. Eh bien, et à se plaindre
que ce président se montre d'absolue inconsidération aux volontés, aux aspirations de ce peuple-là. Donc oui, chers compatriotes, la triste réalité, c'est votre dénialisme. C'est vous le problème. Ce n'est ni M. Oligui Nguema, ni Mme Sylvia Bongo, encore moins Noureddine Bongo. Le problème, c'est le peuple gabonais. Le peuple gabonais qui n'accepte pas de s'affirmer dans sa pleine citoyenneté, qui n'accepte pas d'écouter les voix de raison, au-delà de la haine viscérale que les uns et les autres peuvent nourrir à l'égard des autres, parfois sans cause, sans raison. Le peuple gabonais qui, au lieu de prendre son temps pour s'informer et se former, décide eh bien, d'écouter les discours absolument populistes auxquels il adhère sans pour autant que eh bien, il ne soit pris en considération. Donc oui, l'actualité de notre pays relative, même si je ne connais pas au final la situation exacte de Mme Sylvia Bongo et de Noureddine, je le répète, si c'était une relaxe parce qu'on estime que voilà, on a vérifié, il n'y a pas de nécessité à poursuivre, elle aurait pu intervenir à n'importe quel moment, donc ce qui justifierait aujourd'hui. Donc, M. Noureddine et Mme Sylvia sont en liberté. Peu importe qu'on essaye d'habiller ça, liberté provisoire ou, comment vous appelez ça, résidence surveillée, assignation à résidence, ils sont en liberté. Parce qu'il y a relax. Et cette relax peut être justifiée par le fait que leur arrestation fut arbitraire et que c'est le régime autoritaire de M. Brice Clotaire Oligui Nguema qui a décidé, pour ses raisons personnelles, pour des raisons égoïstes, de les mettre en prison pour mieux faire dormir le peuple gabonais, l'endormir même, et puis pour que, naturellement, on désigne un coupable qui détournerait le peuple gabonais, eh bien, de véritables responsables du malheur Gabon, du déluge Gabon. C'est la première analyse que je peux me permettre. La deuxième analyse que je me permets, chers compatriotes, c'est que, eh bien, encore une fois, retenant là la responsabilité de ce peuple gabonais qui a eu l'opportunité d'une alternative, eh bien, en vous donnant ce discours alternatif, c'est que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a justement maintenu arbitrairement Mme Sylvia Bongo et M. Noureddine en prison pour s'en servir encore une fois pour ses intérêts personnels et égoïstes, pour sa volonté absolue, bien évidemment, d'accéder à la magistrature suprême, de devenir président, et ça s'est fait. Et pour cela, il avait besoin de contrepartie. Et cette contrepartie, il l'a trouvée dans le marchandage de la libération de Sylvia Bongo et de Noureddine, qu'il savait être d'intérêt pour M. Ali Bongo et donc pour la communauté internationale. Et donc, il a été rusé, comme il se le revendique, à justement, bien évidemment, utiliser la détention sans droit ni titre de M. Noureddine et de Mme Sylvia, eh bien, en prison pour qu'ils s'en servent comme moyen d'échange. Vous m'accompagnez à être président. Vous oubliez que le Gabon a violé ses engagements. Vous oubliez que je n'aurais pas dû être candidat. Vous oubliez que mon code électoral viole tous les engagements du Gabon. Vous oubliez que la constitution que j'ai imposée au peuple gabonais viole les engagements du Gabon. Moi-même, je m'arrange à utiliser ce peuple-là comme moyen de légitimation de ma candidature. Vous m'accompagnez en m'adoubant, vous reconnaissez ma victoire, vous venez à ma prestation de serment, vous me félicitez. Ce n'est qu'à cette condition que je libère Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. Et c'est ce qui s'est fait. Et là, nous voyons Sylvia Bongo en liberté
juste après cette prestation de serment et le passage de bon nombre, bien évidemment, d'émissaires et de responsables internationaux au Gabon, la libération tout aussi de Noureddin Bongo. Et le peuple dans tout ça, pour certains, qui essayent de sublimer en objectivant, en prétendant les pressions diplomatiques, en prétendant les menaces diplomatiques. Si on pouvait menacer M. Brice Clotaire Oligui Nguema sur ce genre de choses, c'était pendant la période de transition. Parce que c'était la période dans laquelle il était en absolu non-droit et pendant laquelle on aurait pu tout lui faire. S'ils ne l'ont pas menacé à ce moment-là, lui devenu président, élu par vous Gabonais, il ne peut pas subir des menaces de ce genre. Ce qui se fait, c'est juste la contrepartie du processus qui a été engagé pendant cette période de transition. Nous t'accompagnons, vous garantissez la liberté et la libération de Sylvia et de son fils. Parce que c'est ce qu'Ali Bongo demandait. Ali Bongo l'a demandé, ils ont semblé ne pas l'entendre, mais au final, c'est la réalité, c'est ce qui s'établit. Donc, peuple gabonais, la prochaine fois, pour ne pas vous duper, offrez-vous le luxe d'écouter tout le monde. Enlevez de vos cœurs, de vos têtes, de vos oreilles la haine. Pour que, si Marlène vous parle, écoutez Marlène. Écoutez les voix contradictoires. Permettez-vous un temps de réflexion et de raison et faites-vous votre propre analyse. Faites-vous votre propre analyse. Dès lors que vous aurez fait votre propre analyse, vous comprendrez très vite les choses. Et que souvent, ce que vous pensez être dans votre intérêt ne l'est pas du tout. Et que l'on se sert de vous, tout simplement, pour arriver à des fins politiques. Et c'est ce qu'a fait, si l'on s'en tient à tout ce que je venais d'expliquer, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous n'avez pas le droit de lui en vouloir. Il ne vous a pas forcé. Il ne vous a pas obligé à lui faire confiance aveuglément. Il ne vous a pas obligé à dire oui au référendum aveuglément. Nous tous, on aurait pu être tentés par des propositions d'argent, d'intimidation et autres. On a décidé d'ouvrir nos yeux et d'affronter cette période avec le maximum de clarté possible. Et nous l'avons fait en responsabilité. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, vous qui avez été majoritaire, vous qui avez décidé de vendre votre voix, de vendre votre pays, de vous soumettre à un homme, vous devez continuer à vous soumettre aujourd'hui. Sauf à vous revendiquer désormais une citoyenneté qui ne s'accommode pas avec ces traitements que nous observons aujourd'hui, qui sont absolument impossibles dans la vie d'une république et qui sont absolument irrecevables dans la vie de l'état de droit. L'état de droit est gage de notre épanouissement dans la société. L'état de droit est gage de notre dignité humaine. L'état de droit est gage de notre citoyenneté, j'ai envie de dire. Et si l'on n'est pas dans un état de droit, on est dans un état d'absolu non-droit et on fait tout et n'importe quoi. Peuple gabonais, ainsi venue l'heure de la raison, ainsi venue l'heure de la vérité, l'élection est derrière nous, mais nous devons, en toute lucidité, tirer les conséquences des faits passés. Arrêtez ou arrêtons de nous faire manipuler. Et là, vous n'avez pas d'excuse. Si encore il n'y avait pas une alternative à ce qui se présageait, eh bien on aurait dit, d'accord, vous n'aviez pas de choix. Mais vous aviez un choix et vous avez choisi, bien évidemment, ce que nous défendions en adversité. Ce que nous défendions en opposition. Et vous avez décidé de continuer avec un système que nous avons décrié et que nous vous avons expliqué être le même, avec les mêmes personnes, au même contenu, aux mêmes pratiques. Vous avez délibérément choisi de ne pas écouter cette voix.
Alors oui, chers compatriotes, pardonnez-nous de vous rappeler quel a été votre rôle dans ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas pour vous narguer, ce n'est pas pour vous insulter, c'est pour vous amener à un minimum de conscience de ce que nous avons hier décidé de pointer du doigt. Quand nous dénoncions le système, c'est tous ces arrangements de derrière la maison, c'est tous ces arrangements de dessous de la présidence, pour que le peuple que l'on entraîne dans une voie absolument meurtrière et bien de discrimination, soit celui-là qui se mordra les dents à l'aune de l'effectivité et bien des choses comme celles que nous voyons là. Le président de la République, eh bien, vis-à-vis du peuple, si on le dit, a porté un acte de trahison. Et vis-à-vis de la République, un acte de haute trahison. Le président de la République n'a pas interféré dans une procédure judiciaire, surtout de cette envergure et à ce niveau de responsabilité. Le faire, c'est une violation de l'état de droit. Le faire, c'est une violation du droit, des lois de la République. Vivement que le président en prenne pleinement conscience, vivement qu'il arrête de se comporter comme un autoritaire, qu'il arrête de faire du Gabon, notre République, un État absolument autoritaire, qui donc envoie en prison et maintient en prison les personnes au gré de ses intérêts personnels pour des questions de validation, d'adoublement, de légitimation et d'acceptation. Parce qu'on a des intérêts absolutistes de devenir président. Ce n'est pas digne du Gabon, ce n'est pas digne du peuple gabonais. Alors pour qu'un jour, nous soyons en phase avec nous-mêmes, osons la République, osons l'espérance. Alors oui, chers compatriotes, vive la République pour que vive le Gabon. C'est moi qui vous remercie et à très bientôt. Bisous.